Le président est là depuis 11h30 précisément et je vous propose de l'applaudir. Je voudrais faire applaudir aussi tous les gens, hommes ou femmes, qui hier ont fait des frais de toilette incroyables. J'ai vu des capitaines, j'ai vu des salamandres effervescentes, j'ai vu des maquillages extraordinaires, notamment la présidente d'honneur, Delphine, qui s'était déguisée en léoparde. Vous pouvez les applaudir. C'est eux qui font la saveur de vos soirées. Je voudrais refaire applaudir Sandrine Lagorce et son équipe, grâce à laquelle nous ne manquons de rien. On peut aussi rendre hommage à la confraternité et à la consororité, c'est comme ça qu'on dit maintenant, qui anime vos rencontres et la bonne humeur, en dépit de la concurrence qui vous sépare chaque jour, puisque vous ne vous faites aucun cadeau dans le cadre professionnel, mais ici c'est sportif et fair play. Bravo à vous, vous pouvez vous applaudir. Des sondages assez récents montrent que globalement, il y a un mot d'ordre pour Toulouse l'année prochaine, c'est plus de chiens. Globalement, tous ceux qui sont venus avec un chien sont sollicités. Mais pourquoi tu n'es pas venu cette année avec ton chien, etc. On peut applaudir à ce titre notre responsable région de la CE. Je veux parler d'Antoine Audouin-Magiard, qui est venu avec Gégé. On peut applaudir l'équipe technique, grâce à laquelle je meuble depuis 5-6 minutes, avec une aisance évidente. Je voudrais aussi faire une page de publicité pour ma radio, puisque vous êtes nombreux à écouter soit le matin Radio Classique en région et à Paris, et le soir, l'émission musicale du soir. Donc j'interviens si vous voulez, si je vous manque en vérité, d'ici Toulouse l'année prochaine, si je suis réembauché. 8h30 la revue de presse le matin sur Radio Classique et 18h pour l'émission sur la musique classique le soir. Donc le matin, les mauvaises nouvelles et le baume pour s'en remettre à 18h l'après-midi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter maintenant ? Je sais pas, les problèmes d'orientation de mes filles, la difficulté que j'ai eue à comprendre ce que voulait réellement ma mère en arrivant vers 85 ans, garder sa maison ou aller dans une résidence senior. C'est des sujets de mon âge. Je n'allais pas dire du vôtre, mais de mon âge. Voilà. Est-ce qu'on y va, Président ? Parce que vous savez que... On y va ? Bon. Institutions internationales et droit international public, efficacité ou apathie, le relais des acteurs économiques internationaux. Je traduis. Les sanctions internationales et le droit international ayant échoué à empêcher Poutine d'envahir l'Ukraine, ces mêmes sanctions internationales et ce même droit international parviendront-ils à le ralentir, le freiner, le punir? Grosso modo, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, Poutine étant la tête de pont de tout ce qui empêche d'appliquer des conventions, de se servir du droit, d'utiliser les institutions supranationales pour faire vivre dans l'harmonie la communauté des nations, ce qui est un vieux rêve qui ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un peu travaillé mon sujet, et donc je vais faire une introduction que j'ai commencé à préparer il y a 2 mois, et je vais vous en lire vraiment un tout petit extrait. Quand on regarde ce qui se passe depuis le 24 février en Ukraine et récemment en Arménie, attaquée par l'Azerbaïdjan, on se demande à quoi peuvent bien servir, par exemple, le droit international public, le droit humanitaire, le droit des conflits armés, les droits de l'homme, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et bien sûr le machin, je veux parler de l'ONU. Et je répondrai immédiatement et avec une certaine arrogance, finalement, à rien. Qu'est-ce qui me rend si pessimiste ? Eh bien, c'est la faiblesse du droit et de la règle juridique qui ne permettent pas de prévenir les conflits. C'est la faiblesse des institutions internationales et du multilatéralisme, l'ONU étant ici particulièrement visée.
c'est la faiblesse des juridictions internationales. Ne pensiez pas que je travaillerais comme ça. L'acceptation politique et éthique du primat de la règle juridique, principe auquel les avocats sont attachés et qui les guide, a encore du mal, évidemment, à s'imposer dans le monde que je viens de vous décrire très rapidement. L'unité politique qui manque dans l'espace international implique de partager et de mettre en œuvre une solidarité et une responsabilité commune. C'est consubstantiel à l'existence d'une société internationale. Et j'aimerais citer le professeur Serge Sûr, qui le dit avec ces mots. Le droit international fondé sur le modèle interétatique qui s'essouffle est à la croisée des chemins, déchiré entre deux tendances contradictoires, entre le modèle souverain caractérisé par la juxtaposition des États et l'aspiration à une solidarité plus étroite vers une communauté internationale en devenir. Les fonctions sociales du droit international se diversifient. C'est à la fois un droit de coexistence, un droit de coopération et un droit de la communauté internationale. Je vous remercie. Bien. Il est temps, évidemment, de vous révéler la supercherie à laquelle je viens de me livrer. Les absents ayant toujours tort, je veux vous présenter un autre David qui nous a fait part il y a 2 jours de son impossibilité d'être avec nous aujourd'hui et qui nous a envoyé une contribution dont je vous ai fait une rapide synthèse en me l'appropriant. Évidemment, c'est du copier-coller, comme certains en ont l'habitude, et vous les connaissez. Parfois vous les défendez, ou parfois vous les accusez, pour ceux qui sont spécialisés en propriété intellectuelle et droit de la presse. Donc je vais laisser la parole à des experts, évidemment. Autour de cette table, vous reconnaîtrez Jean-Paul Ordi, avocat au barreau de Bruxelles et de Paris, maître de conférences à Sciences Po, coprésident de la commission ouverte droit et pratique de l'Union européenne du barreau de Paris, responsable du pôle Europe de la section internationale de l'ACE. Sa carte de visite est au format A4, évidemment. Vous reconnaîtrez également William Julier, avocat au barreau de Paris, coprésident de la commission droit pénal de l'ACE. Vous reconnaîtrez également Valérie Morales, qui est avocate au barreau de Paris, présidente de la section internationale de l'ACE. Il y a aussi William Feugère, avocat au barreau de Paris, président d'honneur de l'ACE, délégué aux relations avec le cercle Montesquieu, qui regroupe les directeurs juridiques et l'AFJE, Association française des juristes d'entreprise. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non? Tout va bien? Je vais commencer avec vous, mon cher William Julier, qui avait reçu la contribution de David Lévy, qu'on peut saluer et applaudir cette fois à juste titre pour son excellente introduction. Depuis ces événements, cher William Julier, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il est beaucoup question de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Vous êtes spécialiste de droit pénal international. Avez-vous le sentiment que la juridiction internationale en charge de juger ces crimes peut remplir correctement sa mission? Et avant cela, peut-être une réaction au tableau assez pessimiste que brossait dans son travail préparatoire notre ami et confrère David Lévy. Merci David. Bonjour à tous. Alors une réaction en effet à ce que David Lévy nous a écrit, nous a dit. Nous avions convenu avec Valérie, lorsque nous avons appris que David ne serait pas là, que je prendrais sa partie. Et c'est amusant parce que je l'ai prise au pied levé hier dans le train, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire et j'ai écrit strictement l'inverse de ce qu'il avait écrit, sans savoir encore ce qu'il allait écrire, parce que je ne l'ai reçu que le soir hier. Donc c'est bien, c'est dialectique. Et comme je dirais aussi quelques mots sur plus spécifiquement cette question de la CPI, qui était la question initiale qui m'avait été dévolue, j'essaierai d'être synthétique parce que j'ai pas mal quand même de choses que je souhaite vous dire. Pour répondre directement à la question principale de notre session, donc institutions internationales et droit international public, efficacité ou apathie. Donc je réponds ni l'un ni l'autre. Je serai quand même plus sur l'efficacité et comme je pense que j'ai une quinzaine de minutes à peu près, je me suis dit... Vous pouvez être interrompu à certains moments. Oui, non, mais ça,
c'est pas un souci. J'ai décidé de prendre une ou deux vignettes courtes, qui sont des vignettes de mon expérience ou alors d'affaires qui ont été médiatisées, qui sont des affaires d'importance, pour chacun de ces organes de la justice dite internationale, de manière à balayer le spectre, et vous pourrez ensuite voir si des choses se passent et si elles sont totalement inefficaces, un peu inefficaces ou un peu efficaces quand même, dans des conséquences réelles ou à tout le moins symboliquement, parce que parfois, même si ça n'empêche pas Poutine de continuer, ça permet quand même de faire exister des choses, et le symbolique n'est pas sans importance. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à exécuter une décision qu'elle n'a pas le mérite d'exister. Donc, ni efficacité ni apathie, parce que je crois que le premier enseignement, en effet, du droit international, c'est celui de comprendre que lorsqu'il y a des confrontations, et dès qu'on parle de sujets transnationaux et de sujets internationaux, en particulier publics, le problème n'est plus celui de la confrontation en droit pénal classique entre un individu et la force publique, c'est celui de la confrontation de souveraineté. Ça rend les choses d'autant plus passionnantes qu'on est souvent à la frontière entre le droit et le politique, le géopolitique en l'occurrence. Et donc on a des souverainetés qui se parlent, qui s'affrontent, qui se rencontrent. Le sens et la raison d'être des institutions judiciaires internationales, c'est d'essayer d'accompagner ces confrontations, de les réguler, et d'aider au dénouement par le droit, lorsque c'est possible, de situations de conflit. Alors, j'ai pris pour ces vignettes les institutions qui me sont venues en tête. Interpol, c'est pas ce à quoi on pense directement, mais vous allez voir que ça a quand même un intérêt. C'est une organisation internationale qui ne peut pas être poursuivie. Donc eux, lorsqu'ils font des bêtises, on ne peut pas leur demander des dommages et intérêts. Mais on peut quand même solliciter une de leurs commissions lorsqu'on a une difficulté liée à l'émission d'une notice rouge, et comme vous allez le voir dans cet exemple que je vais prendre tout de suite, pour une consoeur avec des conséquences dramatiques. Ensuite, une petite vignette pour les grands classiques CEDH, Cour internationale de justice, mécanisme du machin, David Abiker, l'ONU, mais pas si inutile toujours que cela. Et puis ensuite, une petite vignette qui introduira les propos de Valérie et de Jean-Paul sur la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis un petit balayage sur la CPI et les mécanismes particuliers de cette justice pénale internationale pour les crimes les plus graves, et qui ne concernent pas les États, mais uniquement les individus. Donc Interpol, je suis saisi aux côtés d'un confrère qui me demande de venir avec lui aider cette consoeur libanaise qui est spécialisée en matière d'arbitrage international et qui fait aussi du recouvrement de créances. Elle est saisie dans le cadre d'une affaire contre une banque nationale irakienne qui lui vaut, en qualité d'avocate libanaise, d'essayer de recouvrir des actifs qui ont été attribués suite à une décision d'arbitrage. On parle de montants très importants. L'Irak émet contre elle un mandat d'arrêt national pour la raison qu'elle aurait, dans le cadre de son activité d'avocate, produit des documents dont le ministère, je ne sais plus lequel, des Affaires étrangères ou des Finances irakiennes, dit: ah non, ce document-là qui a été produit, non pas par elle, mais par les confrères de l'époque dans le pays où l'arbitrage a été obtenu, eh bien, ne sont pas authentiques. Ce n'est pas le vrai tampon du ministère. Le tampon du ministère, il est autrement. C'est un faux. Escroquerie au jugement, mandat d'arrêt. Le Bureau central national, parce qu'Interpol ça marche comme ça, sollicite le secrétariat général d'Interpol à Lyon, qui est supposé en principe vérifier la diffusion des notices avant de les diffuser. On sait que certains opposants ouïghours ont vu des notices rouges diffusées par Interpol, par la Chine, alors qu'il suffisait de taper leur nom sur Internet pour voir que c'était des opposants politiques, et ils ont dû se démener pour faire retirer les notices. Donc il y a un peu de travail encore à faire pour améliorer les contrôles a priori. La notice rouge contre cette consoeur est diffusée. Elle est interpellée à l'occasion d'un voyage, heureusement pour elle, à la sortie du Liban, et donc elle est libre. Elle aurait été arrêtée dans un pays éventuellement plus ami de l'Irak, elle serait peut-être en prison.
Nous avons obtenu de la commission de contrôle des fichiers qui est chargée du retrait des notices rouges abusives, le retrait de cette notice et sa suspension au bout de 3 mois et demi d'efforts acharnés. Elle a été empêchée de travailler, elle avait des arbitrages à Doha, à Dubaï, etc. pendant plusieurs mois. 15 jours après le retrait de la notice par la commission de contrôle des fichiers, l'Irak a levé le mandat d'arrêt. Voilà, donc ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait. Mais enfin, pour cette consoeur, c'était quand même important qu'on ait pu faire quelque chose. Vous nous dites que Interpol, c'est la gouvernance qui fonctionne mal là. Interpol est devenu un outil qui sert les intérêts de gens qui ne sont pas très respectueux du droit. Oui, pas toujours. Et ils sont supposés faire des contrôles a priori, qui ne font pas assez bien. Donc il y a un problème de gouvernance ou de... Ça ne fonctionne pas assez bien parce qu'il faut que ça fonctionne mieux, mais ça existe et on a pu quand même intervenir pour faire que quelque chose se passe. S'il n'y avait pas un mécanisme de régulation, qu'il n'y a d'ailleurs pas dans l'espace Schengen, on est en train de travailler là-dessus, on a fait des propositions, il n'existe pas de mécanisme de régulation pour les mandats d'arrêt européens qui font l'objet d'une diffusion dans l'espace Schengen, nonobstant le fait qu'il y a eu éventuellement des refus de remise. Dans l'espace de l'Union européenne, il n'existe pas de mécanisme de régulation comme il y en a pour Interpol, alors que l'intégration devrait être plus importante. Donc il existe un mécanisme, c'est mieux que pas, et on doit l'améliorer. Vignette CEDH. Nous sommes appelés en renfort par des ressortissants libanais qui ont été interpellés en Géorgie, pas Géorgie aux États-Unis, mais Tbilissi, sur une demande d'extradition des autorités américaines pour des faits de blanchiment. On est appelé en renfort parce qu'on comprend qu'apparemment le processus d'extradition va être réglé en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, on se rend en Géorgie et on apprend que les avocats géorgiens n'ont pas l'air de savoir qu'ils peuvent utiliser un outil qui est celui de la Convention européenne des droits de l'homme, la Géorgie étant partie du Conseil de l'Europe. Et donc, on dépose des écritures sur les risques de violation d'article 6, procès équitable, notamment parce que ces pauvres Libanais qui ont été piégés par la DEA et ont été incarcérés en Géorgie n'ont jamais eu accès à la moindre pièce de leur dossier traduite en arabe. On leur a donné quelques lignes en anglais, ils ne le parlent pas, et le reste est en géorgien. On dit quand même, il y a un problème. Bon. Géorgie, ça suit son cours, les décisions d'extradition sont prises au plan judiciaire, le ministre signe le décret, on saisit la CEDH sous l'angle de l'article 39, donc c'est les mesures provisoires. On sait que c'est difficile de les obtenir, je donnerai un autre exemple où ça a marché au plan de la CEDH, mais ça n'a pas marché au plan de l'exécution. Là, pour les Géorgiens, ça ne marche pas du tout. La CEDH nous dit, article 39, non, on n'interviendra pas. On le fait que quand il y a un risque uniquement d'atteinte à la vie, donc article 3. Vous êtes sur l'article 6, les mesures de suspension d'exécution des décisions en matière d'extradition. Pour une violation article 6, on ne le fera pas. Donc, ils partiront quand même. Et puis, ce n'est pas irréparable, parce que tant qu'on ne va pas les tuer aux États-Unis, c'était un dossier de blanchiment, mais en relation, selon les Américains, avec des problématiques du Hezbollah. Donc, leur prison hautement sécurisée dans l'Arizona, écoutez, ils auront toujours l'occasion de se défendre à ce moment-là. On ne suspend rien. Je trouve ça scandaleux. Donc là, ça n'a pas marché, mais on a essayé. Et puis, il y a un autre cas où la CEDH avait été saisie aussi dans le cadre d'une demande d'extradition des Américains, d'une demande de suspension de l'extradition. C'était un ressortissant français, Trabelsi, qui était demandé par les Américains pour des problématiques terroristes. Et la CEDH avait enjoint à la Belgique de suspendre. La Belgique a envoyé Trabelsi, malgré la décision de la CEDH de suspendre l'extradition. Ils l'ont envoyé quand même aux États-Unis et ils ont été condamnés pour ça par la CEDH pour n'avoir pas respecté la décision qui avait été rendue. Donc il y a quand même une condamnation. Enfin, Trabelsi est encore aux États-Unis aujourd'hui. Voilà, donc il y a des mécanismes qui sont aussi pour la CEDH utilisés dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On ne va pas revenir sur tout l'historique. Aujourd'hui, la Russie n'est plus partie du Conseil de l'Europe, mais les dossiers qui avaient été commencés avant septembre se poursuivent. Et donc, il y a eu déjà un certain nombre de décisions, là sur l'article 39,
demandant notamment à la Russie de ne pas exécuter certains prisonniers qui ont été interpellés. On ne sait pas si ça a eu le moindre effet, mais en tout cas symboliquement ça existe. Donc il y a des mécanismes qui sont utilisés. Petite vignette ONU, le machin. Et ça c'est intéressant aussi pour tous ceux qui font, et c'est un peu un pont que je commence à bâtir pour les interventions qui vont venir ensuite, qui sont plus sur la question du relais des acteurs économiques. L'ONU est un machin qui met quand même à disposition des mécanismes spéciaux qui sont moins généraux que le Conseil de sécurité, dont on sait qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'avec le veto russe, le veto chinois et le veto américain, bah évidemment, souvent, il ne peut rien se passer. Mais il y a des mécanismes qui sont soit des rapporteurs spéciaux, il y en a un sur les sanctions, il y en a sur l'indépendance de la justice, soit des comités plus spécifiques. Ça vous intéresse, vous pouvez aller les regarder, le site de l'ONU pour ça est assez précis. Et notamment, il y a un comité qui est celui qui essaie de présider à éviter les détentions arbitraires. Et donc voilà un individu qui était à une époque à la tête d'un très grand groupe de médias au Moyen-Orient, qui notamment avait des activités très importantes à Koweït, qui se retrouve exproprié de ses parts dans cette société à un moment où, après avoir été dans de bonnes relations avec des gens influents à Koweït, se retrouve en conflit avec eux, se retrouve arrêté, mis aux arrêts dans un lieu secret, malmené moins que d'autres, parvient quand même à être relâché et puis quitte le pays à l'arrière d'un camion. Il engage ensuite une procédure d'arbitrage devant le CIRDI. Et dans ce cadre-là, il vient nous demander si les violations dont il a été l'objet au plan de ses droits fondamentaux, de ses droits de l'homme, les maltraitances, permettent des actions. Alors on dépose une plainte pénale en France parce que compétence passive, on peut déposer plainte pour ce qu'il a subi. Ça interpelle peut-être le parquet, mais enfin, l'intéresse pas plus que ça. En tout cas, rien ne se passe. Et ensuite, la commission rogatoire à Koweït pour aller voir si vraiment il a été malmené, comment, bon, ça pose d'autres questions. Donc il ne se passe rien. Par contre, nous saisissons les mécanismes de l'ONU sur l'indépendance de la justice et sur la détention arbitraire. Nous obtenons l'ouverture d'une enquête qui engage un processus contradictoire de discussion avec les autorités koweïtiennes qui nient ce qui s'est passé. On n'a pas encore de décision, mais si on obtient une décision de condamnation, certes, qui n'est peut-être que symbolique de Koweït, ça a des conséquences dans le cadre de la procédure d'arbitrage qui sont énormes. Donc même si ce n'est pas forcément directement efficace au sens qu'on va aller arrêter le ministre de l'Intérieur en poste à l'époque à Koweït, pour une personne ou éventuellement par son entremise pour une société, et ses salariés, ce sont des mécanismes qui, de façon connexe, peut-on dire, sont des mécanismes qui existent, qui font partie de ces mécanismes de droit international et qui sont parfois d'un recours réel, même si ça ne permet pas de tout régler. Voilà pour rapidement la CJUE et la CIJ, Cour internationale de justice. Une décision qui est rendue, je crois, en 2021, suite à une saisine qui date de 4 années avant 2017, qui est une décision rendue dans l'affaire opposant la Guinée équatoriale à la France sur le statut juridique de l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris. C'est l'affaire des biens mal acquis concernant la Guinée. Et qui notamment donne lieu à cette décision de la CIJ qui dit non, les immunités de complaisance, on n'est pas d'accord, l'immeuble n'est pas protégé, il doit pouvoir être saisi puis potentiellement confisqué. Et dans ses recommandations, la CIJ ouvre la voie à cette nouvelle loi qui est votée en France ensuite et qui va permettre un mécanisme de confiscation et de restitution au peuple guinéen des actifs confisqués avec des mécanismes de suivi et de dialogue entre la France et l'État et le peuple surtout lésé.
CIJ, voilà, critiqué aussi, moins peut-être que la CPI, mais avec parfois quand même des décisions, là pour des contentieux entre États, parce que la CIJ, ce sont des affaires qui sont uniquement interétatiques, eh bien quand même de faire avancer les choses, et parfois avec des conséquences, pas seulement pour des individus, personnes physiques qui ont été visées par des poursuites, mais pour des peuples tout entiers. Dernier point avant de dire un mot de la CPI et puis de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Cour de justice de l'Union européenne, donc très brièvement, parce que ça va être évoqué par Jean-Paul, avec qui nous ferraillons côte à côte sur certains sujets liés aux sanctions, avec des problématiques de défense des libertés fondamentales et des droits. Droit de la défense, une nouvelle décision qui vient d'être rendue hier, qui pose des questions extrêmement importantes au plan de ce que nous sommes, nous, avocats, défenseurs, avec des problématiques qui ont été discutées sur le secret professionnel en France de façon très importante, et là, des problématiques au plan européen qui y ressemblent. La CJUE, des décisions qui, à mon avis, montrent qu'on n'est quand même pas dans l'apathie. Alors, ça n'a pas stoppé Poutine, d'accord, mais il y a quand même des décisions qui sont rendues, d'autres qui sont attendues. Deux exemples, sans aller sur les sanctions, parce que je vais laisser ça à Jean-Paul. Tout l'épisode polonais, quand même, sur les violations par la Pologne de leurs engagements fondamentaux au plan de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est à peu près, Jean-Paul ne va pas être content, mais sans doute l'équivalent de la CEDH pour l'Union européenne. C'est quand même pas rien. Alors aujourd'hui, la Pologne est devenue au centre d'un autre enjeu stratégique qui est celui d'être un allié pour l'OTAN dans la guerre en cours, parce que aussi d'une grande aide géographique, frontières proches, etc. Donc aujourd'hui, on n'entend plus du tout parler des violations par la Pologne des principes fondamentaux, et notamment du problème qu'il n'y a plus de justice indépendante en Pologne. J'étais à une conférence il y a quelques mois à Londres où des opposants confrères et consoeurs à ce qui se passe en Pologne se sont exprimés. C'est effrayant ce qu'on a entendu. Et il y a eu des sanctions extrêmement fortes prononcées contre la Pologne par la Cour de justice de l'Union européenne, qui, à l'époque, défrayait la chronique. Et c'était quand même pas rien. Ça n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Est-ce qu'on est dans l'apathie ou dans l'efficacité? Comme j'ai dit, ni l'un ni l'autre, peut-être dans les deux. Mais enfin, on a quand même des mécanismes à l'époque qui exerçaient une pression extrêmement importante sur un des pays de l'Union européenne. Et on n'avait pas d'autres outils, étant donné que manifestement, les outils diplomatiques qui n'ont sans doute pas manqué d'essayer d'être déployés n'avaient réussi à rien. Et puis, un dernier petit exemple, qui est un exemple qui est en rapport avec des sanctions, qui concerne aussi un dossier voilà, que je connais bien, où une société, là c'est pas un individu, a été listée, et c'est une société qui exerce dans le domaine de la potasse. Alors je ne savais pas ce que c'était la potasse. C'est un des ingrédients principaux pour les fertilizers, je ne sais plus comment on dit ça en français, pour fertiliser les champs. Pardon, les engrais, merci. Donc cette société qui sans doute n'est peut-être pas une société modèle au plan du respect des droits des ouvriers qui ont été malmenés pendant les manifestations suite à la réélection, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une réélection de Loukachenko. Évidemment, cette société, c'est une société nationale. On peut imaginer que c'est peut-être pas notre modèle de voilà, bonne gouvernance au sein d'une société, qui a énormément de critiques à faire, mais avec des conséquences aujourd'hui qui sont des conséquences de risque d'aggravation de la famine dans le monde dans des proportions qui sont dramatiques. Et des décisions qui sont attendues dans les mois qui viennent de la Cour de justice de l'Union européenne
sur cet argument que nous avons soulevé, qui est de dire presque clairement, bon, d'accord, peut-être que cette société mériterait d'être listée, bon, ça on ne l'a pas dit parce qu'on les défend, mais enfin parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais de l'autre côté, voilà le dommage aux tiers qui risque d'être irréparable et sur lequel vous devez vous prononcer, étant donné qu'en matière de sanctions, a priori, le dommage qu'on peut invoquer n'est que celui à la partie sanctionnée, et on a, nous, malgré tout, bien que la jurisprudence nous soit défavorable, écrit quand même que le dommage au tiers, dans ce cas-là, devait être pris en considération. Apathie, efficacité, on verra. Efficacité pour qui ? Au vu de l'objectif des sanctions, ou pour le peuple zimbabwéen qui dépend à 100% jusqu'à maintenant de la production de la potasse biélorusse. Efficacité, apathie, on verra pour qui, mais en tout cas, une décision va être rendue. Donc voilà pour le balayage sur ces différents organes. Et puis un dernier mot sur la CPI, peut-être en 5 minutes, parce que là-dessus, la position est assez claire. Enfin, j'entends les critiques sur la CPI, voilà, qu'il y a eu aussi à une époque de chefs d'État africains disant, bon, en gros, la CPI n'a travaillé que sur les dossiers africains. C'est pas vrai. Alors la CPI, oui, mais il n'y a pas que la CPI, il y a d'autres mécanismes de tribunaux ad hoc, de chambres spéciales. Pas repris les statistiques, mais on peut les prendre. Enfin, il y a quand même eu un nombre d'affaires importantes de cette justice pénale internationale la plus grave, qui juge des crimes les plus graves. Je ne vais pas aujourd'hui les redéfinir, tout le monde sait tout de même un peu de quoi il s'agit. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, ça fonctionne. Il était impensable quand même que certaines responsabilités puissent être attraites devant des juridictions internationales avec des peines prononcées qui ont été pour certaines des peines à perpétuité. Donc ça existe, ça fonctionne, pas parfaitement, ils ne peuvent pas aller partout, et ça n'aboutit pas toujours, et il y a des discussions. Une enquête a été ouverte sur les crimes potentiellement commis par Israël à Gaza, et puis aussi par le Hamas dans ce même territoire. Les Israéliens et les États-Unis ont fait un lobbying terrible pour que ça n'arrive pas. Il y a eu une enquête aussi sur les crimes américains potentiellement commis en Afghanistan. Finalement, le procureur a décidé aujourd'hui de ne pas y aller, mais non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que ce n'est pas la priorité. Les crimes les plus graves ont été commis par les talibans, etc. Mais il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se passent, et il y a sur le terrain aujourd'hui un foisonnement d'enquêteurs, à la fois de la CPI, à la fois de divers pays qui ont envoyé des enquêteurs pour aider à l'enquête de la CPI, mais également pour nourrir leurs propres enquêtes, étant précisé que la justice internationale, et ce sera ma conclusion, sur l'Ukraine et la Russie, mais pas seulement, c'est valable partout, c'est pas seulement la CPI. C'est une stratification. Vous avez la CPI, on va dire pour le niveau le plus grave de responsabilité, parce que l'immunité des chefs d'État n'existe pas devant la CPI. C'est une des raisons d'être du statut de Rome, c'est qu'il n'y a pas l'immunité du chef d'État. Mais vous avez aussi les autres strates, qui sont celles des compétences soit nationales, lorsqu'il y a un critère de compétences personnelles passives parce qu'une victime est française, et on sait que pour l'Ukraine, il y a eu des enquêtes ouvertes par la section du parquet crimes contre l'humanité ouvertes parce que des victimes sont françaises. Il y a aussi la compétence universelle qui permet à un certain nombre d'États, notamment européens, qui prévoient une possibilité d'intervenir pour les crimes les plus graves, avec un delta de subsidiarité qu'il faut que la CPI n'en soit pas saisie au plan de poursuite et de renvoi à l'audience. Donc il y a un foisonnement d'efforts, en tout cas de poursuite, un foisonnement de canaux d'enquête avec une communication, une coopération entre ces différents canaux, et qui font que des décisions, des mandats d'arrêt peuvent être émis. En revenant à ce que je disais au début pour notre pauvre consoeur libanaise qui, elle, avait fait l'objet de l'émission d'un mandat d'arrêt de façon absolument incompréhensible, mais cette question qu'on a entendu souvent poser et que les médias adorent et qui est à la fois stupide, à la fois pas si stupide que ça, est-ce qu'un mandat d'arrêt pourrait un jour être émis contre Vladimir Poutine ? Politiquement, on semble pouvoir dire que non.
juridiquement, on peut dire que oui. Serait-il exécuté? C'est également une autre question. Mais les mandats d'arrêt, ça existe. Les mandats d'arrêt CPI, ça existe. Et dans la mesure, et je finis sur ce point-là, où le droit nous donne des possibilités, je crois que notre travail à nous et le travail de ceux qui croient dans le droit, David Lévy a raison, c'est de pointer là où ça ne marche pas assez bien, mais nous sommes, nous, des trouveurs, c'est peut-être pas français, mais de solutions pour nos clients. Quand un client vient nous voir, on ne peut pas lui dire « il n'y a rien à faire, monsieur ». On doit lui proposer des pistes, et au même titre que lorsque la QPC a été existée en France, tout le monde a dit, bah voilà, il faut faire des QPC. Maintenant, grâce à Jean-Paul, on a compris qu'il faut faire de la question préjudicielle. À chaque fois qu'on peut aller chercher des outils à l'extérieur de nos pratiques et à l'extérieur de notre pays, dans les mécanismes internationaux, eh bien, je recommande qu'on le fasse. Tous les exemples que j'ai pris sont des exemples concrets où on a réellement dégagé un peu de marge en allant chercher dans des institutions internationales des solutions, des tentatives de solutions. Ensuite, parfois, eh bien, on ne peut pas exécuter ce qu'on a réussi à obtenir comme décision de la part des comités ou des organes divers, mais c'est quand même créateur de marge d'avoir réussi à le faire. William, merci. Alors, pendant que Valérie Morales se prépare à réagir à cette question, comment les entreprises sont-elles impactées par les sanctions, quelques messages qui sont arrivés. Un, je voudrais dire que j'ai utilisé l'expression de machin et qu'elle a été avant moi utilisée évidemment par le général de Gaulle et qu'elle n'était pas dans le script de David Lévy. Quelqu'un s'en est inquiété en disant « mais David Lévy a vraiment dit ça ?» Et je lui dis « non, il ne l'a pas dit, c'est moi qui l'ai rajouté ». Vous avez les Alors, message. Vous avez raison, les publicistes pour le droit public international sont toujours optimistes. La moindre virgule est un progrès dans la construction de ce droit public international, pense-t-il. Ne sont condamnés in fine que ceux qui sont lâchés par tous, c'est-à-dire tous ceux qui étaient présents au mariage du prince Albert II de Monaco. Rappel, pour le mariage de son père, seul était présent comme chef d'État le Shah d'Iran. Je n'étais pas né, je ne m'en souviens pas. Deuxième message, les États-Unis n'ont pas ratifié la Cour pénale internationale, ni d'ailleurs la Russie. Le droit international n'a aucune efficacité réelle. Le droit international suit l'évolution de la mondialisation. Aujourd'hui, nous assistons à une régression. Les États n'ont que des intérêts. Le dossier Snowden, une gestion démontrant l'inefficacité du droit international. Le meurtre du journaliste saoudien à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, point d'interrogation. Évidemment, si vous nous interpellez que sur les catastrophes et ce qui ne marche pas, c'est sûr que le droit international, c'est compliqué. L'attentat de la rue des Rosiers, 40 ans plus tard, une seule extradition, apathie et impunité. Sans accord de coopération ou pression diplomatique, comment appliquer la justice internationale? Signé Yannick du 31. Alors effectivement, tout ça, ça rappelle un peu cette distinction du monde entre les raciniens et les cornéliens, entre ceux qui voient le monde tel qu'il est et ceux qui voient le monde tel qu'il devrait être. Mais par rapport aux juristes, c'est différent parce que les juristes, ils arrivent à faire changer le monde en se retroussant les manches. Et c'est ça qui est intéressant pour les juristes qui savent tirer les textes à leur avantage et qui savent utiliser, et c'est ce que j'ai compris de votre intervention, William, il y a une marge de manœuvre, il y a un côté Erin Brockovich, d'une certaine façon. Pourquoi ce qu'on admire au cinéma, on ne le mettrait pas en œuvre dans la vie? Donc, comme disait Audiard, un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Je dirais, pour éviter d'être insultant, un avocat volontariste ira toujours plus loin qu'un spectateur engagé. Voilà, on dira les choses comme ça. Valérie Morales, continuez à envoyer vos messages au 07 49 34 53 46, numéro gratuit. Alors, Valérie Morales, comment se dépatouiller quand on est dans une entreprise, directeur juridique ou pas d'ailleurs, avec ses conseils, de ces fameuses sanctions internationales? On a pris l'exemple de la Russie, mais il y a eu d'autres précédents, il y a l'Iran, etc. Comment ça bouscule l'environnement des entreprises et des acteurs économiques et comment peuvent-ils tirer leur épingle du jeu, sinon éviter tous les ennuis que ça implique? C'est très... Alors, je ne sais pas si ça marche. Si ça marche, vous m'entendez? Il y a un droit des débats. Allô? Dont je suis le casque bleu, vous pouvez... C'est bon, là, ça marche? Non, c'est bon, ça marche. Vous avez les moyens, il n'y a pas de sabotage? J'ai les moyens, c'est parfait. Bon, je peux.
C'est très très compliqué effectivement pour les entreprises. Pourquoi? Parce que lorsque les pays occidentaux ont décidé de ne pas envoyer de troupes armées sur le terrain en Ukraine pour empêcher l'invasion de l'Ukraine, eh bien ils ont décidé d'utiliser le droit et l'économie comme arme de guerre. Et donc en réalité, elles ont décidé d'affecter l'économie russe et d'affecter donc le financement de cette guerre. Affecter le financement, ça veut dire en gros compter exclusivement sur les entreprises. Donc on a mis les entreprises en première ligne, on leur a demandé finalement d'être au cœur du dispositif de sanctions économiques et financières, précisément pour empêcher la poursuite de cette guerre. Alors après, se pose évidemment la question de l'efficacité ou pas de ces sanctions. On ne va pas rentrer dans le débat sur l'efficacité à court terme ou à long terme et les dissensions politiques que l'on connaît, notamment pour savoir si finalement les premières victimes ne sont pas les populations à la fois locales et aujourd'hui les peuples de l'Occident avec la crise de l'énergie dans laquelle on est rentré. Du seul point de vue des entreprises, il y a un premier constat qui est que finalement, on impose aux entreprises d'avoir une vision très protéiforme de ce que sont ces sanctions économiques et financières, parce que ces sanctions, elles peuvent venir de toutes parts. Elles peuvent venir d'un ensemble d'organes internationaux, donc le Conseil de sécurité de l'ONU, évidemment, qui, en l'espèce, s'agissant du cas de la Russie, n'a pas pu prendre de mesures contre la Russie, précisément puisque la Russie a exprimé son droit de veto, et qu'il y a également un certain nombre d'autres États qui n'ont pas suivi les mesures qui ont été prises par les États occidentaux. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde. Et donc, la première difficulté, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pris ces mesures. Alors, qui a pris les mesures à la place du Conseil de sécurité de l'ONU? En l'espèce, l'ensemble des pays occidentaux. Donc, en ce qui concerne l'Union européenne, c'est par la voie de règlements de l'Union européenne qui ont été décidés, on va dire, dans les 2 jours de l'invasion, donc avec une rapidité et une réactivité extrême. Nous en sommes aujourd'hui au 8e paquet de sanctions qui a été décidé par l'Union européenne à l'égard de la Russie, avec évidemment à la fois des mesures qui sont individuelles, dont on va parler tout à l'heure, mais également des mesures sectorielles. Et donc, ont été prises donc, des mesures par l'Union européenne, ont été prises également des mesures par les pays occidentaux, donc le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis. Et toutes ces mesures, parfois se chevauchent, parfois sont un peu laissent un blanc, ou en tout cas n'ont pas exactement le même périmètre, ce qui va évidemment poser des questions et des problématiques aux entreprises dans l'application très concrète à laquelle elles vont être confrontées dans leur quotidien d'entreprise. Alors, juste 2 mots sur les typologies de mesures économiques, de sanctions économiques et financières auxquelles elles sont confrontées. Ça peut être de toute nature. Ce sont d'abord des mesures restrictives individuelles avec des mesures ciblées. On pense au gel des avoirs des personnes qui ont leur nom sur des listes. Mais ça peut être également des interdictions de déplacement ou d'entrée sur le territoire, notamment européen, et également des mesures sectorielles qui vont viser donc des pans entiers de l'économie et qui vont affecter directement ces entreprises. Donc les entreprises vont se retrouver sous le feu d'un ensemble de mesures qui sont très protéiformes, qui peuvent à la fois concerner des personnes physiques, des personnes morales et des entités. Mais elles vont se retrouver également sous le feu de ces mesures sectorielles. Donc ça veut dire qu'il va falloir jongler
avec l'ensemble de ce dispositif, il va falloir se renseigner. Donc, première problématique pour les entreprises, il faut mettre en place des veilles. Donc ça, c'est le rôle des services de conformité et de compliance. Évidemment, donc on a intérêt, lorsqu'on est entreprise, à disposer d'un service de conformité réactif et qui se renseigne, parce que non seulement à côté de ces décisions, il y a des registres qui sont mis en place, des registres avec des listings, des noms de personnes qui figurent sur ces listings. Je pense notamment au registre national qui est mis en place au sein de la France par la Direction générale du Trésor. Et il faudra notamment s'abonner au flash info du registre national de la Direction générale du Trésor qui vous alerte sur les ajouts de noms. Du jour au lendemain, vous pouvez voir apparaître un nouveau nom sur le registre. On vous indique quelle est l'identité précise de la personne sanctionnée. On vous indique sa date de naissance, son nom, ses alias. On vous indique quelle est la décision en vertu de laquelle on a pris une mesure restrictive. Ça peut être une décision notamment en lien avec l'invasion de l'Ukraine, mais ça peut être tout aussi bien des problématiques de financement du terrorisme, ça peut être également des problématiques de cybercriminalité. Donc on a tout un pan de sanctions individuelles qui peuvent être prononcées. Et donc, première chose, connaître ses interlocuteurs, savoir si l'on est soi-même sur un listing, savoir si son dirigeant est sur un listing, savoir si le dirigeant du partenaire commercial avec lequel on est en train d'entrer en pourparlers ou avec lequel on a un contrat est effectivement lui aussi sous sanction. Donc ça veut dire aussi remonter la chaîne des fournisseurs de ce dirigeant, parce que en ce qui concerne par exemple les mesures prises par l'Europe, il faut identifier les bénéficiaires effectifs des transactions. Donc on nous demande de ne pas permettre la mise à disposition de fonds et d'avoir au profit des personnes qui sont sous sanction, mais ça signifie remonter la chaîne des contrôles, notamment lorsqu'une entreprise possède des participations. Et donc, pour être véritablement efficace, il faut avoir une espèce de cartographie un peu en tache d'huile pour à la fois prendre en compte ce qu'il y a, les noms qui sont sur le listing, mais aussi réfléchir aux bénéficiaires effectifs de ces sociétés. Première difficulté, évidemment, ça concerne, c'est faisable lorsqu'on est face à une entreprise qui est européenne, parce que les bénéficiaires effectifs des entreprises européennes, on peut les remonter, mais dans des pays où il y a une opacité, comme c'est le cas en Russie, c'est très compliqué de savoir qui est derrière. Donc, les problématiques des sociétés écrans avec lesquelles on peut être amené donc, à avoir des relations commerciales. Et puis, il n'y a pas que les questions d'entité et de contrôle. Il y a également les questions de savoir à quelle loi on va être obligé de se confronter. Ça pose la question du caractère extraterritorial de certaines lois. Ça n'est pas le cas des dispositions des règlements de l'Union européenne qui sanctionnent l'invasion de l'Ukraine, mais en s'adressant uniquement aux personnes morales et physiques qui se retrouvent sur le territoire de l'Union européenne ou qui opèrent sur l'Union européenne. Mais en revanche, je pense évidemment aux réglementations américaines qui, en général, s'adressent également aux non-américains et vise également les transactions qui sont faites en dehors du territoire américain. Et donc, problématique, là, on peut se retrouver, alors même qu'on ne traite pas avec les États-Unis, on peut se retrouver, lorsqu'on est une entreprise européenne,
à traiter avec un partenaire qui va être placé sous un régime de sanctions américain et cela va finalement poser une problématique à la société européenne. Quel droit doit-elle appliquer? Doit-elle se conformer à la réglementation européenne qui lui dit qu'elle peut travailler avec cette entreprise et au nom de la liberté du commerce, effectivement, continuer et poursuivre sa relation commerciale, ou doit-elle se conformer au droit américain qui lui interdit, sous peine de sanctions économiques fortes et sous peine de ne pouvoir après récupérer ou entrer sur le marché américain, qui lui interdit de continuer cette prestation économique. Alors, dans ce cadre-là, il faut savoir que notamment l'Union européenne dispose de moyens de bouclier et notamment d'un règlement de blocage qui interdit aux entreprises européennes d'appliquer en direct la disposition américaine. Donc vous voyez qu'on est sur des problématiques qui se posent au quotidien et qui vont affecter le quotidien de l'entreprise, et très concrètement, ça va les affecter. Alors, en premier lieu, lorsqu'une entreprise subit un gel des avoirs, qu'est-ce qui se passe? Je pense là, par exemple, au gel des avoirs qui a été mis en place par l'Union européenne dans le cadre de l'invasion ukrainienne. Eh bien, la banque va simplement alerter la Direction générale du Trésor et va donc bloquer le compte de l'entreprise immédiatement, avec interdiction de réaliser les opérations. Elle va geler les avoirs, elle va geler le compte, elle va geler l'ensemble des moyens, des ressources qui sont à la disposition de l'entreprise. Donc ça veut dire très concrètement qu'on se retrouve démuni du jour au lendemain, parce que ces mesures restrictives, elles ont été prises sans délai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période transitoire pour pouvoir s'adapter. Donc du jour au lendemain, l'entreprise se retrouve sans possibilité d'utiliser ses fonds, de payer ses factures, d'exécuter ses contrats, sauf à faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Direction générale du Trésor, et donc de soumettre de façon régulière, tous les 15 jours, on va dire par exemple, des demandes pour pouvoir exécuter, pour pouvoir régler ces factures. Alors, ça veut dire que vous mettez une entreprise sous tutelle, finalement, sous tutelle de l'administration, et vous lui soumettez toute votre vie d'entreprise. Vous lui soumettez l'ensemble de vos dépenses d'entreprise, et vous allez donc devoir attendre l'autorisation de l'autorité nationale. Alors, ce qui vaut pour les dépenses et les factures de l'entreprise vaut évidemment pour les factures de ses avocats. On va y venir tout à l'heure quand on va en parler, et ça pose évidemment des problématiques sur le secret confidentiel, la confidentialité des échanges avec ses partenaires, mais évidemment avec son avocat lorsque on contacte un avocat parce qu'on est sous sanction et qu'on doit pouvoir continuer son activité, on ne sait pas quoi faire. Donc première problématique, c'est celle-là, c'est la mise sous tutelle de la Direction générale du Trésor. Deuxième problématique, c'est que devient le contrat, que deviennent mes contrats en cours, parce qu'ils ne sont pas résiliés du jour au lendemain du fait de ces dispositions et de ces mesures restrictives. Un contrat, il se poursuit. Alors évidemment, une société qui est sous mesures restrictives économiques et financières ne va pas pouvoir honorer ses engagements. Alors vous allez me dire, c'est très simple, elle n'a qu'à invoquer la force majeure, puisque c'est le recours auquel on pense, mais non, ça n'est pas possible, parce que l'entreprise qui se retrouve sous sanction, elle ne peut pas invoquer elle-même la force majeure. L'élément n'est pas extérieur. Le fait d'être sous sanction n'est pas un élément extérieur
qui l'autorise à invoquer la force majeure. Il y a précisément des arrêts d'assemblée plénière du 10 juillet 2020 de la Cour de cassation qui interdisent à une entreprise sous sanction d'invoquer la force majeure pour se dénouer ou pour suspendre son contrat. Donc, il va falloir peut-être envisager d'autres mécanismes, il va falloir négocier, il va falloir voir ce qu'on peut faire. En revanche, ça pose évidemment des grandes difficultés sur la survie de ces entreprises. Alors là, je vous parlais des mesures restrictives, du gel des avoirs, mais il y a également les mesures sectorielles. Quand une entreprise se retrouve à un champ d'activité dans un domaine qui fait l'objet d'interdiction d'exportation ou de limitation également des importations depuis la Russie, par exemple, eh bien, là encore, c'est du jour au lendemain. Là encore, il n'y a pas de préavis. Là encore, il faut s'adapter. Et il faut notamment, parce qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont été visés dans les règlements de l'Union européenne, il faut à chaque fois justifier que l'on peut rentrer dans un régime d'autorisation ou d'exemption. Alors, pour cela, il y a des services. Je pense par exemple au service des biens à double usage avec lequel il faut être alors en relation, sans doute via son avocat, parce que c'est quand même une négociation à mener, sur la nature civile ou militaire du bien que l'on vend ou que l'on veut exporter. Et à cet égard, je prendrai un petit exemple, il est sans doute dans la salle, Hervé Guyader, qui est l'exemple de la fourchette. Et en réalité, une fourchette, ça peut effectivement être à la fois un bien de nature civile, puisque c'est un couvert avec lequel on va manger, mais c'est également une arme, ça peut être également une arme. Et donc, tout le sujet va être de convaincre le SDBU, qui est le service des biens à double usage, que la fourchette que vous exportez, elle aura vocation à être utilisée de manière civile et pas militaire. Et donc, voilà toutes les difficultés auxquelles sont confrontées quotidiennement les entreprises qui sont sous sanction, ou même si elles ne sont pas sous sanction, qui doivent gérer les sanctions de leurs partenaires commerciaux, de leurs dirigeants, des membres de leur famille, de leurs fournisseurs. Voilà le genre de difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et nous, avocats, pourquoi je dis nous? Parce que vous avez bien compris que l'une des problématiques qui va se poser, c'est de pouvoir défendre ces personnes sous sanction, de pouvoir les conseiller, de pouvoir éventuellement les aider à sortir de ces listes, à obtenir un dégel lorsqu'elles sont visées par le gel des avoirs, de les aider à engager des recours et problématiques. Jean-Paul Ordis va vous en parler dans quelques minutes. Défendre une personne sous sanction, c'est devenu problématique dans la mesure où il y a un certain nombre de réglementations qui sont prises et qui, effectivement, interdisent la prestation de services juridiques au profit de ces personnes sous sanction. Parce qu'on va considérer que en fournissant du service juridique et de l'aide à ces personnes, eh bien, vous allez les aider à contourner une réglementation de mesures restrictives économiques et financières, et donc vous allez leur permettre de commettre un délit. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est effectivement passible de sanctions pénales en France, mais ça va être également sans doute le cas sur un plan plus large à travers l'Union européenne. Et donc, défendre une personne sous sanction, c'est devenu effectivement une activité à haut risque. Et vous avez compris, tout à l'heure, je vous ai parlé des autorisations à formuler auprès de la Direction générale du Trésor
pour pouvoir exercer ces prestations juridiques, une entreprise doit formuler des demandes d'autorisation tous les 15 jours pour justifier des dépenses qu'elle veut engager, des dépenses nécessaires à sa survie et à ses besoins essentiels. Et parmi ces dépenses, eh bien, figurent les honoraires de son avocat à qui elle va demander si elle rentre dans un régime de sanctions, si elle a le droit de commercer avec telle entreprise ou pas, comment elle doit gérer son contrat, si elle doit le suspendre. Voilà. Et tout cet ensemble de prestations est soumise à autorisation, ou en tout cas le paiement des honoraires de l'avocat est soumis à l'autorisation et à une déclaration auprès de la Direction générale du Trésor, ce qui évidemment pose des graves problématiques du point de vue du secret professionnel de l'avocat. Valérie Morales, pardon. Merci. Votre intervention a déclenché quelques messages. J'en fais une synthèse, mais très vulgaire, mais en gros, c'est dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai si tu vas te retrouver sur une liste. Ou alors, attention, fais attention à tes fréquentations. Bravo Valérie Morales pour votre exposé très éclairant et magnifiquement préparé, signé Le Breton. Le crime est signé en l'espèce. Hervé Guyader. Il est là. L'entreprise peut-elle invoquer l'imprévision, article 1195 du Code civil, demande de Serge Toulouse. Je vous laisse le temps d'y réfléchir, Valérie, mais le temps presse malheureusement. Le règlement de blocage de l'Union européenne ne marche pas car les banques européennes sont partout et surtout aux USA, donc elles obéissent aveuglément aux imprécations des agences américaines. Sinon, elles devront fermer aux USA et ne plus utiliser le dollar américain. Un fan de foot. Michel Platini paie la puissance de l'externalisation du droit américain. Nous sommes en Suisse, car les Américains n'ont pas supporté de se voir souffler la Coupe du Monde 2022 au profit du Qatar. C'est un débat transparent. Hein. Moi, je lis vos messages. Comment gérer la question des registres nominatifs avec le RGPD? Est-ce que nous ne sommes pas devenus schizophrènes? Voilà. Ouais. Alors en réponse à l'imprévision. Oui, ouais. Très vite. Déjà, il faut que le contrat soit postérieur au 1er octobre 2016, puisqu'il y a une réforme du droit des contrats qui a mis en place l'imprévision dans le droit français. Évidemment, si le contrat est soumis au droit français, hein, je ne suis même pas sûr. Donc le contrat, il faut qu'il ait visé l'article sur l'imprévision. Et puis surtout, l'imprévision, ça n'est pas la force majeure. L'imprévision, c'est la possibilité de renégocier et si on n'y arrive pas, de soumettre au juge eh bien, l'avenir de son contrat lorsqu'il y a des circonstances économiques exceptionnelles qui font que c'est devenu compliqué ou ingérable. Donc, ce n'est pas nécessairement une possibilité pour tous les contrats. Je réagis aussi sur la question du règlement de blocage de 1996 de l'Union européenne. Effectivement, ça ne marche pas forcément. C'est un règlement blocage pour empêcher eh bien, la législation américaine sur les sanctions de s'appliquer en Europe lorsque l'Europe n'a pas pris des mesures restrictives. Et on a eu un exemple récemment avec un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendu le 21 décembre 2021, qui est l'arrêt Bank Melli, et qui explique que finalement, dans le cas, eh bien, là c'était dans l'espèce, le cas de Deutsche Telekom qui avait fourni des prestations de services à la Bank Melli, banque iranienne. Les prestations se déroulaient en Allemagne et donc il n'y avait a priori pas d'éléments en lien avec la réglementation américaine. En revanche, eh bien, Deutsche Telekom fait 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et donc elle avait rompu son contrat avec la Bank Melli en imaginant que si elle continuait les prestations de services au profit de Bank Melli, eh bien, elle se verrait sanctionnée ensuite en représailles en ne pouvant pas accéder au marché américain. Eh bien, le juge communautaire a dit
Il n'est pas certain que l'entreprise européenne puisse effectivement rompre son contrat. Il appartiendra au juge national de vérifier, d'apprécier et de faire une balance des intérêts en présence. Donc, pour le moment, il n'y a pas véritablement de réponse. C'est le juge national qui va répondre sur ce point précis. Oui, elle l'avait fait de manière préventive. Oui, alors, effectivement, elle l'avait fait de manière préventive, alors que les États-Unis ne lui avaient pas non plus exigé la chose. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a dit que cette vision des choses lui permettait quand même de soumettre le sujet à la Cour de justice et ensuite au juge national. Donc on peut avoir aussi une divergence de jurisprudence selon effectivement ensuite ce que décideront les juges nationaux dans l'Union européenne. Merci Valérie. Jean-Paul, à votre tour, je vous pose la question différemment. Que penser des sanctions et de leur efficacité? Alors, je voudrais vous dire que l'heure tourne et que si je reviens l'année prochaine, il y aura une discipline de faire sur les interventions. Je le dis sans viser absolument personne, vous faites globalement trop long. Et j'interpelle, s'il est encore là, le patron de l'école de formation du barreau. Il faut faire quelque chose. Il faut vous reprendre. Ça fait, depuis que la profession existe, disons le Moyen-Âge, peut-être même avant, que vous faites trop long. Et qu'en plus, vous y prenez du plaisir. Et là, il y a un travail psychanalytique à mener, pour les garçons comme pour les filles, sur la question de faire trop long. Et pour certains, il y a l'école, plus c'est long, plus c'est bon, et je comprends, évidemment. Et puis pour d'autres, il y a ce qu'on appelait hier le legal design. Donc si vous appelez de vos voeux le legal design en anglais pour être compris en français, première contradiction, il faut appliquer le legal design dans la contraction et la synthèse. Alors moi j'aurais écouté Valérie 2 heures de plus, j'aurais écouté William 2 heures de plus, mais après, qui est sanctionné? Par Emmanuel, qui sous un abord affable et de la gentillesse, mais après c'est tu es responsable, David. Si tu veux te réembaucher à Toulouse, il faut que tu les coupes, il faut qu'ils fassent plus court, et c'est sur moi que ça retombe. Et je refuse d'être sanctionné à votre place. D'ailleurs, vous êtes très long, hein. Je sais, bien sûr que je fais très long. Bien sûr que je fais très long, parce que je veux que vous sachiez que je ne suis pas exempt de ce reproche. Jean-Paul, c'est à vous. Pardon. Alors, on va faire court. Les sanctions de l'Union européenne sont inédites en ce qui concerne l'Ukraine. 1200 personnes sur une liste. 1200. Ça n'a jamais été fait ni contre la Syrie, ni contre l'Iran, ni contre le Congo belge. On est allé avec un énorme filet. On a pris, j'allais presque dire, tout ce qui bouge, c'est-à-dire tous les hommes politiques, c'est-à-dire tous les hommes d'affaires influents, c'est-à-dire les membres de la Douma, les anciens du KGB, que sais-je encore. Et on vit dans la bien-pensance que tout ce qui est russe est diabolisé et tout ce qui est ukrainien est paré de toutes les vertus de la terre, alors que les Nations Unies, au début de l'année, publient une liste plaçant l'Ukraine comme étant le 4e pays le plus corrompu de la planète. Alors c'est dans ce contexte. Et après déjà des mesures prises en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée, que le Conseil de l'Union européenne, à l'unanimité, va prendre une première décision et un règlement pour prendre toute une série de sanctions, des sanctions sectorielles, il en a été question, et des sanctions, et c'est ça qui est inédit, individuelles en très grand nombre. Alors ça a eu des conséquences énormes, parce que ça a d'abord fait exploser le contentieux européen devant le tribunal de l'Union européenne qui est compétent pour les annulations potentielles de ces décisions. Il y a plus de 50 affaires, dont 15 référés. Ça a littéralement explosé, et je peux vous dire, pour y être confronté, que c'est un contentieux d'une violence inouïe et inédite. J'ai le plaisir de représenter des citoyens russes qui ont réussi dans les affaires qui n'ont strictement rien à voir avec Poutine. On en a la preuve matérielle, qui n'ont évidemment rien financé du tout, dont certains ont même des parents encore en Ukraine, et qui nous disent on n'a rien à voir avec tout ça. Et il faut aller se battre contre un dossier qui fait 5-6 pièces. Ce sont des extraits de blogs anonymes, des
extraits de presse où on dit « Monsieur un tel a participé à telle réunion, à telle date », où il n'y a particulièrement pas de ministre ou ni Monsieur Poutine présent, et ça suffit pour prononcer littéralement la mort civile de quelqu'un. Et Valérie l'a évoqué, vous devez franchir toute une série d'obstacles administratifs avant de pouvoir exercer les droits de la défense. Alors les honoraires, c'est un des aspects. Alors je dois le dire ici en France, la DGT travaille bien, ça se passe correctement, mais il y a déjà un premier problème qui se pose, c'est qu'on est obligé d'envoyer nos factures à un ministère avec l'ensemble des prestations, et donc ce ministère qui communique tout cela évidemment à l'Union européenne et au Conseil en particulier, qui je vous le rappelle est quand même un organe politique. La DGT dispose de tous les moyens, de tous les éléments, de toutes les prestations, que sais-je encore. Et je le dis ici parce qu'il y a certainement quelques membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre de quelques barreaux que ce soit. J'observe que tant à Paris qu'à Bruxelles, les autorités ordinales ne s'en occupent absolument pas. On les a saisis, on dit on ne peut pas vous aider, c'est trop sensible politiquement. C'est une vraie question. Ensuite, il y a eu une progression dans ce qui s'est passé à l'égard de l'Ukraine. Les premières mesures étaient, ça a été rappelé, des gels des avoirs, des interdictions de circuler, des interdictions d'exportation, d'importation. Et puis maintenant, on va beaucoup plus loin. On commence par publier une liste des personnes qui tentent de contourner les sanctions. Sauf que le mot contournement des sanctions n'est défini nulle part. Il y a même maintenant sur la table du Parlement européen une proposition de directive du 22 juillet 2022 qui traite de la confiscation des avoirs. Donc on ne les gèle plus, on va les confisquer. Et on va surtout réaliser ces avoirs. Pour ma culture personnelle, quelle est la différence entre confisquer et geler? Alors geler, c'est simplement bloquer. Mais en termes de propriété, ça reste évidemment à la propriété de la personne qui subit la sanction. La confiscation, c'est une expropriation. On vous prend ce qui vous appartient, dont des positions bancaires, des titres. Et on ne rend pas. Et on va refinancer, soi-disant, l'Ukraine avec ça. Bon. Les bases juridiques sont faibles. Il va y avoir un débat au Parlement européen au mois de janvier qui risque d'être très musclé parce que je ne suis pas persuadé que l'Union européenne dispose des compétences pour transformer un gel d'avoir en confiscation. Vous devez savoir que ces 1200 personnes ont dû déclarer la totalité de leurs avoirs pour la date du 1er septembre, ce qui est une tâche gigantesque, évidemment, parce que c'est très très mal défini. Mais il y a pire pour les avocats qui nous écoutent. Et là encore, je voudrais exhorter les membres du Conseil de l'ordre à se pencher sur cette question. Pas plus tard que hier, 6 octobre 2022, sont publiés un règlement d'exécution et une décision du Conseil, prise à l'unanimité, où on renforce les sanctions. Et il y est très clairement dit que les prestations de services juridiques sont interdites, voilà le principe. Et puis, si vous avez la curiosité d'aller voir tout au fond du règlement, il y aura un tout petit alinéa qui réserve une exception, mais chaque mois son importance, pour les procédures judiciaires. Mais d'un État à l'autre, ça peut varier. Est-ce qu'une médiation est judiciaire si elle se termine devant un tribunal? Oui. Dans d'autres États, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lorsque c'est strictement nécessaire, qui va déterminer ce qui est strictement nécessaire? Et puis ça se termine en disant procédure judiciaire et accès à un recours juridictionnel effectif, c'est-à-dire le texte exact de l'article 47 de la Charte sur les droits fondamentaux, que le Conseil notamment a pour mission de veiller à son respect. Donc ils disent tout et son contraire, là. On n'est pas loin de cela, même si c'est probablement un peu ramassé pour les besoins de la cause, mais il faut reprendre chaque mot et vous allez voir, ça va donner lieu à des discussions infinies, à des contentieux rares, et puis surtout, ça nous renvoie en France à cet autre débat qui est au cœur de ce dont on parle, c'est l'activité fondamentale de conseil de l'avocat. Lorsque je dis à un citoyen russe, ne faites pas telle chose pour éviter tel contentieux, est-ce que je suis dans le conseil? Est-ce que je suis dans la défense? Est-ce que je suis dans la représentation judiciaire? Alors que ce sont les 3 éléments qui font le cœur du métier de l'avocat, et ce n'est pas les codes de déontologie qui le disent, c'est pas loin de 40 arrêts de la Cour de justice qui s'imposent au Conseil, qui s'imposent aux États, à la France, à la Belgique, au Conseil de l'ordre, que sais-je encore. Et donc, on est en train de dépecer
l'activité de conseil, ce qui est gravissime. Parce qu'on se demande comment on va pouvoir chaque fois saucissonner entre ce qui relèverait du conseil et ce qui relève de la défense pure. Et j'ai beaucoup de plaisir de dire à cette tribune que la Cour constitutionnelle belge vient de sanctionner la Belgique en annulant la loi de transposition d'une directive d'Axis où il est question pour les avocats de dénoncer leurs clients et un certain nombre de mécanismes. Cette Cour constitutionnelle a dit « vous ne pouvez pas faire ça, c'est une atteinte grave au secret professionnel de l'avocat ». Ça renvoie à la loi de M. Moretti qui a dépecé la même chose dans des conditions hallucinantes. Et par bonheur, la CE a introduit un recours à la Commission européenne sur cette question. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'elle vient de désigner un groupe de travail à l'issue de cet arrêt de la Cour constitutionnelle belge pour examiner cette question. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de représenter le Conseil national des barreaux devant la Cour constitutionnelle belge. Vous dire que ça a été un fleuve tranquille, non. Parce qu'évidemment, expliquer au CNB qu'on peut agir en Belgique, ça c'était déjà quelque chose, Monsieur le Président, vous le savez, extrêmement compliqué, puisqu'il y a quand même bien en Thalys 1h20 qui nous sépare et 300 km, donc vous imaginez intellectuellement comme c'est compliqué. Toujours est-il qu'on l'a obtenu. Donc il faut continuer à se battre, et William a 100 fois raison quand il vous dit tout ça. Et donc, je voudrais, parce que je vais m'arrêter là, sinon vous allez me gronder, me dire que je suis Non, trop je voulais long. vous faire applaudir sur le fait que le recours belge nous rapprochait de la victoire. Complètement. Applaudissements. Bon. Juste une question que je voudrais te poser, dis-moi. tu précises, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le règlement là, qui vient d'être pris par le Conseil, dit-il qu'un avocat, donc nous, potentiellement, on ne peut donner de conseil juridique à un individu listé ou une société listée, sauf si c'est dans les cadres que tu précises. Ça veut dire que j'ai une interdiction de recevoir en rendez-vous un oligarque et de lui délivrer des conseils juridiques si ce n'est pas dans les cadres contentieux, pour faire simple, que tu évoques. C'est-à-dire je n'ai pas le droit de provide legal service à quelqu'un. C'est ça qui est dit. C'est quand même inédit, ça. C'est totalement inédit. On nous dit qu'on ne peut pas être avocat pour certaines personnes qui ne sont pas condamnées, mais qui sont marquées politiquement comme étant infréquentables. C'est l'influence des écologistes. C'est vraiment, on est vraiment là. On n'a jamais pu entendre ça. C'est ce que font les écologistes. Du politique dans Je vais vous dire que c'est même plus grave que cela. C'est même plus grave que cela. Parce que ce règlement, comme vous le savez, il est d'application immédiate sur tout le territoire de l'Union. Donc, quoi que décide au niveau national des dispositions ou des décisions déontologiques ou autres, la hiérarchie des normes fait que le règlement doit s'appliquer. Mais il y a pire. Et c'est pour ça que le débat du mois de janvier au Parlement européen risque d'être très musclé. Dans la proposition de directive sur la confiscation et la réalisation des avoirs, se trouve en projet la création d'une nouvelle infraction pénale, qui est le contournement des sanctions. Et il y est dit dans un considérant à l'appui de cette directive qu'un avocat peut donc être déclaré co-auteur de l'infraction pénale parce qu'il invite son client à ne pas faire telle chose dans le cadre de sa mission de conseil. Et donc, le débat va se situer d'abord sur la question de savoir si l'Union peut créer une nouvelle infraction pénale, et il y a des doutes là-dessus, et croyez-moi, je ne suis pas le seul à le penser, mais surtout, comment va-t-on de nouveau déterminer ce contour plus qu'imprécis entre l'activité de conseil général que l'on donne à un client, parce que vous imaginez bien la situation, Valérie l'a rappelé pour les entreprises, mais quand vous avez une personne qui se trouve sur cette liste, qui du jour au lendemain se retrouve sans carte de crédit, sans accès à ses comptes en banque, parce qu'on présente les oligarques, petite parenthèse chez William, la notion d'oligarque n'est définie qu'en droit ukrainien. C'est intéressant. Aucun État dans l'Union européenne n'a défini ce que c'est qu'un oligarque. Bon. Donc il y a là-dessus des gens qui ont bien réussi dans les affaires, bien avant que M. Poutine n'arrive, et qui n'ont strictement rien à voir avec cela. Et bien malgré tout, comme on était à la pêche au gros, ils se retrouvent dans cette liste de 1200 personnes. Et ces gens n'auraient pas le droit d'être défendus correctement parce qu'ils sont listés. L'histoire nous a appris que quand on crée des listes, c'est plutôt sombre. Et je ne suis confondu de devoir répéter inlassablement qu'il faut que les conseils de l'ordre s'approprient cette matière.
Rendez-vous compte, le Conseil de l'ordre à Bruxelles a mis sur pied une petite formation pour des stagiaires dont le titre était « Un avocat peut-il défendre une personne sous sanction internationale ?» Je me suis présenté au premier rang, comme notre président aujourd'hui, et je me suis fâché sur le bâtonnier en exercice en disant « Mais comment osez-vous poser cette question ? Les plus grands criminels de la Terre trouvent des avocats, et c'est parfaitement légitime, et donc des personnes sur la liste au motif qu'aujourd'hui, tout ce qui est russe est diabolisé, comme je le disais tout à l'heure, ils ne méritent pas un droit élémentaire, fondamental, d'exercer le droit à la défense. Et c'est de cela que l'on ferraille devant les juridictions de l'Union, et je peux vous dire que c'est très, très difficile. Jean-Paul, merci. Je passe la parole à William Feugère, qui va à la fois répondre à la question qui suit et conclure notre auguste table ronde. À défaut de normes internationales opposables à chacun des États, votre expérience en matière de compliance et de RSE des entreprises permet-elle d'imaginer dans l'avenir une autorégulation internationale des entreprises sur la base de ces disciplines? William, vous nous emmenez jusque vers 13h10 et après, je nous exfiltre. Alors, je vais commencer par un message personnel pour Emmanuel Raskin. Tu verras, dans quelques années, quand tu auras quitté tes fonctions, tu seras à la tribune, mais tu auras 2 minutes ou 10 minutes pour pouvoir t'exprimer. C'est une leçon de vie et c'est pas si mal. Apathie ou efficacité? Je voudrais commencer par, ce sera peut-être entre la conclusion et la réponse à la question, commencer par une observation. La première, c'est qu'on critique beaucoup les institutions internationales, on critique beaucoup l'État, on en a l'habitude. On a quand même vu que l'État avait permis de sauver l'économie dans des périodes extrêmement lourdes de Covid il y a peu de temps, alors qu'on pouvait penser que tout s'effondrerait avec le premier confinement. Ça n'a pas été le cas. Et les entreprises ont continué à tourner, il y a eu un soutien énorme. Les institutions internationales jouent un rôle extraordinaire en ce moment. C'est l'OTAN qui, sans être impliquée directement dans la guerre, coordonne l'aide à l'Ukraine pour lui adresser, lui envoyer des armes. L'ONU intervient, et quand encore le dernier lieu dans lequel peut-être un jour ça peut se résoudre par un accord, parce que les pays continuent d'y siéger tous. Et l'Union européenne, qui est entre l'international et l'interne, a immédiatement pris des mesures de sanctions, des mesures fortes, des mesures de soutien. Donc il ne faut pas verser sans arrêt dans cette critique, je trouve, des insuffisances internationales. Ces institutions ont un rôle absolument extraordinaire. Ce qu'on vit, je pense, en ce moment, c'est une période de frottement et une reprise avec la réalité. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre et dont les parents, en tout cas ma mère, n'avaient pas connu la guerre et qui pensaient pour acquis que nous n'aurions plus de guerre sur notre territoire européen. Parce qu'on avait aussi peut-être quelques œillères et qu'on ne regardait pas ce qui pouvait se passer aux portes de l'Europe, voire un petit peu au sein de l'Europe avec la Bosnie, où quand même il y avait des affrontements, mais et on se croyait un peu tranquille. Comme cette génération a pu penser que certains droits étaient acquis et on se réveille avec une certaine gueule de bois quand on voit que dans des grandes démocraties occidentales, les droits des femmes sont remis en cause, et qu'on se dit que ça peut arriver demain chez nous et qu'il faut être vigilant. Les autoritarismes n'avaient pas disparu. J'avais 17 ans au moment où le mur de Berlin s'est effondré. On nous disait alors c'est terminé, c'est la fin de la guerre froide, c'est l'ère d'un nouveau monde. Pas tout à fait. Les régimes autoritaires ont la peau dure et demeurent. Mais c'est en même temps un monde dans lequel on n'a jamais autant échangé, communiqué. Je reprenais mon téléphone, il a été créé par une marque américaine, il a été construit sans doute en Chine, avec des composants pour partie coréens, pour partie de je ne sais quel autre pays, peut-être européen. Il est distribué dans le monde entier. Ça veut dire que vous avez, au-delà de ces pays-là et de cette World Company, vous avez des femmes et des hommes qui ont travaillé dans chacun de ces pays pour donner naissance à cet objet. C'est en soi une coopération humainement et intellectuellement
de principe qui est assez extraordinaire. Et on nous parle en ce moment de se replier sur soi-même pour réintégrer certaines industries. C'est très bien, mais n'allons pas à l'extrême non plus, parce que ces échanges-là font aussi se développer des classes moyennes dans certains pays qui vont pousser des revendications sociales, qui vont faire avancer la démocratie dans ces pays. Donc la World Company, elle a des effets positifs dans le monde. Et le repli sur soi qu'on peut imaginer parce qu'on n'a pas eu de masque, parce qu'on n'a pas eu certains médicaments, etc. Oui, il faut s'intéresser à une certaine autonomie, une stratégie en tout cas d'indépendance ou de protection de nos intérêts. Mais attention, l'internationalisation, elle est quand même fondamentale. Et cet outil nous permet d'échanger entre nous. L'exemple des femmes iraniennes en ce moment est pour moi un exemple remarquable. Vous avez des images de femmes iraniennes qui font le tour du monde et qui créent une solidarité immédiate citoyenne dans le monde entier. Vous avez eu une décision de la Cour suprême américaine que j'évoquais sur les droits des femmes il y a quelques minutes. Quand est-ce qu'une jurisprudence d'un pays étranger fait un tel émoi dans le monde entier? Depuis quand? Jusqu'à présent, il y a des jurisprudences d'une Cour suprême nationale chez nous, Cour de cassation ou la Cour suprême aux États-Unis, on n'en parlait pas à ce point-là. Ça devient une décision qui nous touche tous personnellement. C'est ça aussi qui est fondamental dans ce monde. Et on a donc ce frottement d'autoritarisme qui survive et, je pense, d'un immense espoir grâce à cette communication qui se développe. Et les entreprises, pour répondre à la question, elles sont au milieu des deux. Elles sont confrontées aux sanctions, elles sont confrontées à ces reliquats de frontières, de souveraineté nationale, qui joue dans la guerre économique. Valérie a très bien parlé de l'existence du règlement européen de blocage, de la loi de blocage française aussi, qui nous sont là pour essayer de défendre les entreprises, de les protéger contre des tentatives de mainmise par des États, par des législations qu'ils veulent imposer à l'extérieur. Le règlement de 96 européen, c'est notamment contre l'embargo contre Cuba, par les États-Unis. Voilà un exemple de législation qui est visée. La loi de blocage française, c'est contre les décisions judiciaires. On a des textes, ces entreprises sont soumises à ça. Mais elles sont soumises aussi à des salariés partout dans le monde, à des échanges, et elles sont au cœur de ce développement humain, économique, qui pour moi est porteur d'avenir et de richesse. Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire dans ces situations de conflit? Les entreprises, en réalité, elles y sont d'une certaine manière pour les plus grandes habituées. Tu disais, Valérie, on leur impose des sanctions sans délai du jour au lendemain ou des nouvelles réglementations. Oui, mais les grands groupes internationaux français, ils sont habitués aussi. Il y a tout à coup des sanctions qui concernent l'Ukraine, mais ils travaillaient en Afrique, il y avait d'autres sujets qui pouvaient toucher des États africains ou des chefs d'État africains. Ils travaillent en Asie, ils travaillent dans différents pays du monde. Et donc, ils ont mis en place quand même des process. Des process avec le premier point qui est vérifié et dont il faut absolument parler, c'est l'humain. Tous mes clients qui ont été confrontés à ces sanctions-là, à la guerre en Ukraine notamment, la première question qui s'est posée, comment vont les personnes qui travaillent pour nous dans ces pays? Comment ces personnes vont-elles vivre? Est-ce qu'on va les rapatrier? Et les nationaux locaux, comment vont-ils s'en sortir? Y compris en Russie. Si nous fermons en Russie, est-ce qu'il n'y aura pas des mesures de rétorsion contre les personnes physiques qui travaillaient pour nous dans ce pays? C'est la première question qui s'est posée, c'était celle-ci concrètement, l'humain. Ensuite, ça va être évidemment les conséquences économiques sur la vente en direct, mais aussi la supply chain. Comment fait-on alors qu'on a des pans entiers de fournisseurs qui vont être bloqués? On l'a vu avec le Covid, on le voit avec les sanctions sur l'Ukraine. Les mêmes questions, en réalité, se posent avec des origines différentes, mais on va aboutir aux mêmes questions. Mais à ça, les entreprises sont habituées à avoir des plans de continuité d'activité, par exemple. Ça, c'est la compliance. On va regarder quels sont les risques auxquels on est exposé dans notre production, dans notre développement, dans nos chaînes de production, et on va prévoir autant que possible à l'avance des solutions de contournement pour avoir une activité éventuellement qui va être bloquée,
venir en mode dégradé et puis finalement peut-être revenir à la normale. On va trouver d'autres fournisseurs, d'autres lignes de transport, etc. Les entreprises, elles connaissent ça. Elles connaissent ça et elles se préparent. Donc, il faut, je pense, notre rôle, c'est de les accompagner là-dedans et aussi d'en tirer la conséquence que les entreprises, pour moi, sont à l'avant-poste des améliorations qu'on va pouvoir avoir. Elles se préparent au coup dur, je pense, peut-être mieux que les États ne le font. Elles anticipent avec une prospective en interne, j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans le rapport de clôture, dont on devrait s'inspirer pour nous-mêmes, pour nos institutions, mais dont les États aussi devraient s'inspirer. La compliance est un outil pour les entreprises, pour les guider, dans un monde qui est tout le temps et qui sera toujours plein d'incertitudes, plein d'écueils, plein de récifs. Bon, pour ceux qui m'entourent, qui travaillent avec moi, ça devient un leitmotiv, mais j'ai passé mon permis bateau, je vais faire une confidence personnelle, il y a quelques semaines, avec l'idée de m'éloigner de temps en temps de mes dossiers, d'aller sur un voilier. Je ne vais pas être très long. Hein, vous avez une mention ou pas? Il n'y a pas de mention. Il n'y a pas de mention. Sinon, j'espère bien que je le rhume. J'ai passé mon permis bateau. On n'imagine pas de prendre la mer sans avoir une carte marine avec les écueils et de savoir dans quelle direction et prendre les décisions en toute connaissance de cause. C'est ça la compliance. Et les écueils, ils sont nombreux. C'est l'Ukraine, c'est d'autres pays, d'autres sanctions, d'autres cas de main. Je terminerai par une comparaison linguistique entre le français et l'anglais. La France parle en art de nature morte. On a la commission de droit de l'art qui est là, je ne vois pas Judith par exemple, je ne sais pas si elle est là. Si. On parle de nature morte. Bon. Vous savez quel est le terme anglais? C'est still life. C'est-à-dire que en fait, la traduction, c'est que l'immobilité, c'est la mort. Donc si on veut développer, si on veut créer, on est obligé d'être dans le mouvement, donc dans la prise de risque. Eh bien, les entreprises, avec la compliance, savent à l'avance qu'elles auront forcément des risques, elles s'organisent, et elles font tant bien que mal. Et c'est ce qui nous permet aussi de voir que, même si on se plaint en ce moment beaucoup du pouvoir d'achat, etc., de voir que notre économie arrive à résister plutôt bien. Et que la solidarité s'organise, et les entreprises sont présentes, qu'elles résistent et qu'elles sont une source d'avenir assez extraordinaire. William, merci. Alors, je vous lis les remarques relatives à cette table ronde. L'Occident aurait besoin de la Chine pour contrer les Américains, sauf que la Chine vit en intramuros depuis 5000 ans et que toute idée à l'Est... bon, après, c'est illisible, c'est compliqué. On a eu la route de la soie. Voilà, bon, voilà. Question à Maître Ordi. L'Union européenne a adopté fin 2000 sa propre charte des droits fondamentaux pour ne pas se soumettre à la CEDH. Faut-il, selon vous, le regretter? Vous répondrez l'année prochaine. Jean-Paul. En Turquie, les avocats qui ont peu ou prou conseillé ou défendu l'opposant kurde à Erdogan, Öcalan, ont été raflés, emprisonnés seulement du fait de l'exercice de leur profession. Et la CEDH est saisie de cette méthode. Si l'Europe fait pareil, on est foutu. Bon, très bien. Je sais pas, je vais payer. Bonjour, je suis russe et profondément touché par la situation actuelle. Je vous remercie pour vos interventions et l'analyse nuancée entre la défense des droits fondamentaux et des valeurs humaines. C'est Yulia. Yulia, vous êtes russe, mais nous vous aimons. Voilà. Et s'il y a dans la salle des hommes blancs de plus de 50 ans, nous les aimons aussi. Je vous donne rendez-vous à 14h, ce qui est un vœu pieux, bien évidemment, pour l'avenir de l'activité de conseil et sa protection avec, comme aujourd'hui, des intervenants fabuleux que je vous demande d'applaudir à nouveau. Merci.